Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation au comité organisateur et je voulais remercier Karine, l'Institut et tout le comité de ceux qui ont organisé ce magnifique sommet parce que vraiment, on est très, très choyés. Hein. On a eu des présentations absolument fantastiques hier. On a eu une incroyable conférence aussi en fin de soirée euh, avec Maxime Martin. Je ne vais pas me mélanger en mes noms. Fait que bref, merci au comité organisateur. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur d'être ici ce matin avec vous pour parler de la cyber. Vous savez, c'est notre passion depuis plusieurs années. La première fois que j'ai fait une conférence, c'était dans le temps de la IDQ. Ça remonte quand même à plus ou moins 4 ans, hein, on va se le dire. Et puis, en fait, j'ai eu envie, un peu probablement, comme je trouvais ça intéressant parce que lorsque Marie-Louise a ouvert le congrès hier, et puis même Maxime Martin, il y a comme une sorte de regard hein, sur le temps, de regard de où est-ce que nous étions et où nous allons. C'est peut-être la COVID qui nous a fait une pause et puis qui nous a amené à réfléchir. Et j'avais un peu envie de faire cela avec vous, donc de vous dire un peu où est-ce que nous étions il y a 4 ans et maintenant où nous en sommes et où nous allons. Donc, c'est un peu l'objectif de cette présentation-là. Et je trouvais que c'était particulièrement important parce que, vous le savez, la technologie, eh bien, c'est en constante évolution et donc on ne peut pas avoir des pratiques qui stagnent. Et juste pour vous dire dans quel monde nous sommes présentement, vous voyez le slogan maintenant de la PlayStation 5 que vous avez peut-être vu constamment dans des réseaux des sports, hein, Play has no limit. Vous avez également le métavers que vous avez peut-être entendu, hein, la reconversion de Facebook. Et puis, j'étais récemment en Europe et il y avait, vous la voyez pas très bien, là, c'est une photo que j'ai prise qui est pas qui est pas si claire, là, mais c'est Meta qui fait de la publicité, donc dans les grandes stations de train à Paris, puis ils disent, en fait, dans le métavers, les étudiants pourront apprendre en immersion. Puis là, c'est la révolution, hein, et puis, il y en avait d'autres là, que j'ai pas eu le temps de prendre en photo, mais les médecins seront meilleurs parce qu'ils pourront faire de la chirurgie. Puis là, tu vois un médecin avec un casque de réalité virtuelle. Bref, l'évolution de la technologie soulève des questions. Non pas nécessairement, faut pas nécessairement en avoir peur, c'est pas ça la question, là, mais c'est plus de dire, cette constante évolution-là nous amène à nous questionner à la fois sur ce qui s'en vient, mais à la fois sur est-ce que nos données vont être encore bonnes dans cette actualisation ou dans cette modification du monde. Par ailleurs, quand j'ai commencé à penser à cette conférence, j'arrivais d'un congrès en Angleterre et la conférence d'ouverture qui a été faite par Sophia Achad, qui est collaboratrice à l'Organisation mondiale de la santé, faisait un tour d'horizon sur ce qui se faisait partout dans le monde. Et elle a mis le Canada, puis elle a simplement dit, ben il se passe rien. Hein, c'était ça la conclusion. Donc, au Canada, nous sommes perçus présentement comme ne faisant rien en cyber. Et c'est quand même assez insultant, hein, alors qu'on a été des leaders mondiaux pour les jeux d'hasard et d'argent très, très longtemps. Là, encore aujourd'hui, on a des grands chercheurs en jeux d'hasard et d'argent. Le Québec a toujours été un pionnier dans pour l'intervention avec les substances, sur cette façon de voir biopsychosocial, on était des leaders depuis toujours, eh bien là, qu'on soit perçu comme il ne se passe rien au Canada, je dois vous avouer que c'était comme un peu une douche froide un peu sur nous. Et donc, nous allons voir si l'OMS a raison d'avoir cette perception de nous. Et donc, je vous ramène je vous ramène dans le temps. Fait que là, on a ça aujourd'hui. C'était le portrait quand j'ai commencé à préparer la présentation. C'était un peu comme les prémices de base. Et là, je vous ramène dans le temps. Donc, je vous ramène en 2018. C'est il y a juste 4 ans. 2018, si je vous mets en contexte, c'est la chanson de Hubert Lenoir, hein, la chanson Fille de personne qui commence à Hey, perds pas ton temps. Moi, je trouve que quand on parle de cyber, c'est quand même intéressant de commencer en disant ça. Fait que là, je m'excuse, vous allez l'avoir toute la journée dans la tête, hein? C'est clair. Donc, on commence avec cette chanson-là en trame de fond. C'est la sortie Xbox One puis Switch ont à peine 1 an. Là, c'est comme tout le monde demande ça pour Noël. L'iPhone, c'est l'année de son 10e anniversaire, hein, en 2018. Fait qu'on a quand même. Ce qui veut dire que quand on présente, et là, nous, on était très excités quand on arrive avec Virtuado. Hein, en 2018, on avait fait cette conférence avec Sylvie, et puis là, on vous avait présenté le portrait de qui venait chercher des services
en dépendance. Hein, c'était notre étude Virtuado. Et puis, on avait adoré cette étude-là parce que ça avait été une expérience incroyable de co-construction de savoir. Ça nous avait permis, parce qu'en fait, avant 2018, ça vous paraît maintenant banal, mais il y avait la question de est-ce un véritable problème? Et on était vraiment là. Donc, en 2018, on venait de, comme à notre avis, avec Sylvie, on avait démontré qu'effectivement, c'était un problème et que des gens avaient besoin d'aide. Et ça, pour nous, c'était vraiment, ça avait été quand même, on avait l'impression que c'était un très grand accomplissement. Et on avait fait une conférence, donc on est sorti de là, enthousiasme. On avait l'impression d'avoir le vent dans les voiles et que maintenant, parce que là, tous les cliniciens disaient, ouais, mais là, c'est le fun, on sait qu'ils viennent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on était, on y va, on y va, on y va. Je vous dis, on est sorti comme ça. Puis après ça, ben là, c'est ça qui est arrivé. Il est allé nulle part. On a, en fait, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse avoir des subventions pour aller quelque part. Et ça a pris finalement presque 3 ans. Et donc, tout cet élan de on va quelque part, eh bien, ça, malheureusement, mais vous allez voir, on va repartir. Donc, bref, en 2018, c'est un peu là qu'on était. Et quand j'ai commencé à préparer la conférence, eh bien, là, je me dis, OK, on part de 2018, puis maintenant, puis voici ce qu'on a fait. Et on va y aller un peu. Je me dis, ah mon Dieu, j'aurais pu y aller par secteur, j'aurais pu y aller de faire plein de façons, mais je décide d'y aller par année pour vous amener un peu en disant, le rêve en 2018, c'était qu'en 2019, on ait un traitement. C'était pas arrivé. Par contre, il y a eu plein d'étapes qui étaient probablement nécessaires avant qu'on arrive avec le traitement, dont on va prendre un petit peu de temps. Puis voici un peu qu'est-ce qui s'est passé donc dans les 4 années. Donc, on peut se poser la question, vraiment, il ne se passe rien au Québec? Donc, voilà. Fait qu'en 2018, comme je vous dis, c'est l'arrivée de TikTok, c'est l'arrivée du plan d'action et c'est l'arrivée de Pause. Est-ce que oui, le micro fonctionne? Alors, moi aussi, je reprends un peu l'historique, comme le faisait Magali. Il faut rappeler que dans les CRD, hein, c'est les gens qui ont commencé à cogner à la porte en premier. Donc, ils appelaient en disant, j'ai un problème d'utilisation des écrans, du gaming, est-ce que vous offrez des services? Alors, il y avait ce besoin-là de s'associer à la recherche pour documenter ce phénomène-là, pour s'outiller en tant qu'intervenant. Et tranquillement, on a fait valoir, comme le disait Magali, que c'était vraiment une problématique en émergence puis qu'il fallait faire de quoi. Puis quand il y a eu les premières discussions pour la révision du plan d'action interministériel en dépendance, on a milité très, très fort pour que la cyberdépendance soit inscrite. Puis on était vraiment contents quand il y a eu le résultat. Là, partout dans le guide, c'est écrit pour les gens qui ont un problème d'alcool, de drogue, de jeux d'hasard et d'argent ou de cyberdépendance. Donc, c'était vraiment une victoire là, pour tous les intervenants du réseau. Il faut bien penser que la première version, il n'y avait pas de cyber. Et donc, c'est vraiment une victoire, vous ne le savez pas, mais c'est la victoire de la clinique. Parce que sans vous, il n'y aurait jamais eu cette intégration. Et ce qui fait qu'on a le premier plan d'action probablement mondial, en tout cas avec l'OMS, c'est ce qui semble dire. Il n'y a pas d'endroit ailleurs dans le monde où est-ce qu'il y a une reconnaissance de la cyber dans la dépendance pour lequel il faut offrir des traitements. Il y a juste les gens qui ne le savent pas, mais c'est un pas majeur qui est un engagement politique majeur que pour l'instant, là, on n'a pas vu ailleurs dans d'autres pays. Et donc, ça, c'est extrêmement... c'est extrêmement précieux, même si des fois on se demande à quoi servent les plans d'action. Là, je vous dirais que cette volonté gouvernementale est vraiment très précieuse. C'est l'impulsion pour le développement des services, dans le fond. Ensuite, il y a eu la campagne Pose ton écran de Capsana qui est arrivée aussi en 2018. On était vraiment contents parce que c'était une des premières étapes très, très concrètes avec un message qui était nuancé où on prône l'équilibre avec l'utilisation des écrans, avec des contenus qui s'adressent aux parents, aux jeunes, aux intervenants. Moi, c'est une des références là, qui est immanquable dans toutes mes formations. Là, je parle des beaux contenus qui sont développés par l'équipe de Pose ton écran. Et en fait, également, on est un pionnier. Le problème, c'est que nos contenus ne sont pas assez connus, mais il y a très peu d'endroits dans le monde où est-ce qu'il y a des campagnes sociétales qui sont faites. Pose ton écran, c'était sa première édition en 2018, donc ils en sont à leur 4e. Et maintenant, au départ, c'était un projet du secrétariat à la jeunesse et maintenant, ils collaborent avec le MSSS. Donc, Pose ton écran qui était à ses balbutiements. Si vous allez voir sur leur site, vous allez voir comment ils ont grandi également.
En 2019, il y a quelque chose d'extrêmement important pour la reconnaissance de cette problématique-là. Oui, c'est la première reconnaissance mondiale, si on veut, là, que le trouble du jeu vidéo est vraiment un problème. Donc, la communauté scientifique a longtemps là, tergiversé là, à dire est-ce qu'on le reconnaît ou pas. Il y a eu tout le lobby des jeux vidéo qui militait pour que ça ne soit pas reconnu comme étant un trouble. Et donc, finalement, bon, on se rappelle, là, dans le DSM-5, ça avait été inclus en annexe comme un trouble qui méritait que les recherches se poursuivent. Mais quand l'Organisation mondiale de la santé a accepté de le mettre dans le CIM-11, la classification internationale des maladies, là, on avait vraiment l'impression qu'on avait gagné un point, là. Et on rappelle ici, là, c'était quoi les critères diagnostiques? Donc, un contrôle réduit sur le comportement de jeu, donc soit au niveau du début, de la fréquence, de l'intensité, de la durée, de la fin ou du contexte. Une priorité accrue au jeu dans la mesure où celui-ci l'emporte sur d'autres intérêts dans la vie quotidienne et la poursuite ou l'escalade du jeu malgré les conséquences négatives et aussi là, des dysfonctions importantes là, dans les sphères de vie. Cette reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé, vous comprenez que c'est un pas fort important. Maintenant, il restera à savoir, est-ce qu'un jour, il y aura une reconnaissance pour un trouble, pour les médias sociaux? Donc, c'était fort intéressant parce que lorsque nous étions à Londres, j'avais vraiment l'impression, parce qu'au Québec, le choix qui a été fait par le ministère, c'est de parler de la cyberdépendance, donc un concept un peu plus parapluie, où on peut prendre en compte l'ensemble des types d'applications. Avec l'OMS, bonjour tout le monde à l'arrière, ne vous gênez pas, il y a beaucoup de place à l'avant. Hein? Ça nous ferait vraiment plaisir de nous sentir pas isolés. Hein? Il y a vraiment beaucoup de place. Je ne veux pas vous pointer du doigt. N'hésitez pas, venez, venez, venez. Nous sommes très inclusifs et nous aimons avoir beaucoup de monde. Donc, comme je disais, j'étais persuadée que le terme dépendance à Internet allait un peu s'estomper pour avoir plutôt, soit on allait parler uniquement de la dépendance du trouble du jeu vidéo ou encore du trouble d'utilisation des réseaux sociaux. Mais étrangement, même l'OMS utilise maintenant beaucoup le terme d'utilisation de dépendance à Internet, puisque ça permet d'intégrer l'ensemble des applications, d'être un peu plus général et donc de aussi pouvoir se moduler peut-être aux nouvelles applications qui vont apparaître. Donc, alors que j'avais vraiment l'impression que cette littérature, tout l'aspect Internet ou dépendance Internet ou cyber allait s'estomper, j'ai plutôt vu une vigueur lors du dernier congrès sur cette thématique-là. Donc, mais vous aurez compris que d'avoir 3 termes ou 3 façons de définir le problème, et ça complexifie quand on va faire de la recherche de littérature parce qu'il faut prendre ces 3 littératures-là et puis en faire une synthèse. En 2020, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Oui, il y a eu la COVID, mais juste avant la COVID, il s'est quand même passé des choses vraiment intéressantes au Québec. D'une part, il y a eu un forum, puis vous vous en souvenez peut-être pas, là, mais il y a eu le premier forum sur l'utilisation des écrans et de la santé mentale qui avait été organisé par le sous-ministre Carman à la santé. Et il devait avoir 2 jours. Hein, la semaine d'après, ça a fermé pour COVID. Donc, on s'est rencontrés une première fois. Il y avait une diversité d'experts qui ont parlé des méfaits. Donc, quels peuvent être les bienfaits et les méfaits associés à l'utilisation des écrans? Et c'était fort intéressant parce qu'on avait à la fois, donc je vous ai dit, avant 2018, on était à dire il y a du monde qui ont des problèmes de cyber. Là, on est dans les années 2020 pour se dire, OK, mais quels sont les méfaits et jusqu'à quel point y a-t-il des méfaits? Et donc, on a parlé, on a eu, des spécialistes en troubles du sommeil, en estime de soi. Il y a eu des gens pour les problèmes oculaires. Il y avait nous également pour parler de la cyber, mais il y a eu des experts je vous dirais, avec différentes formations qui sont venus parler des effets des écrans. Et ça, c'était fort intéressant parce que ça nous permettait enfin d'échanger. Et il y avait toutes les questions qui ont commencé à émerger en se disant, mais quand on va parler du temps d'écran, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle du temps complet d'écran ou est-ce qu'on va parler uniquement du temps de loisir? Donc, comment va-t-on conceptualiser ces aspects-là? Et donc, ce sont des questions qui nous restent encore. La santé publique a fait des travaux également fort intéressants, je pense à la santé publique, à l'INSPQ, mais également aux travaux de Jean-François Biron.
de la santé publique de Montréal. En fait, Jean-François a commencé à mesurer le temps d'écran au primaire, ce qu'on n'avait pas fait au début. Nous, on avait regardé avec Natacha Brunel, Cyberjeune, c'était des études chez les gens au secondaire. Il n'y avait même pas de cellulaire dans leur poche quand on a fait Cyberjeune. On a l'impression maintenant, mon Dieu, ça se peut des jeunes pas de cellulaire? Eh bien oui, hein, en 2015, il n'y avait pas de cellulaire. Ça nous semble il y a 1000 ans, mais non, 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 c'était nos données de l'époque. Donc, quand Jean-François Biron a fait ces données, eh bien, ce qui était fort intéressant, c'est qu'on avait avant COVID et après COVID. Et donc, ce qu'on a observé, vous ne serez pas surpris, là, hein, ce n'est pas la révélation ce matin, là, eh bien, le temps d'écran a augmenté. Oui, il a même augmenté de 2 heures en une année. Ça, on n'avait pas vu ça, par exemple, hein, d'augmentation de 2 heures de temps d'écran. Et la santé publique a commencé à parler d'hyperconnectivité. Hein, se sont un petit peu éloignés du diagnostic parce que, ça, vous savez, c'est toujours un peu complexe. Et quand ils vont parler, ils ont développé un peu le concept d'hyperconnectivité. Ils vont parler, en fait, d'une utilisation de plus de 4 heures par jour. Donc, une utilisation des écrans. Ils ne feront pas toujours la différence entre ce qui est à l'école ou pas. Pour les gens, quand ils ont fait les études au primaire, c'était moins grave. On pourra voir comment ça va s'ajuster, mais ce qui était fort intéressant, c'est que c'était quand même, tu sais, chez nos 9, 10, 11 ans, eh bien, avant la pandémie, là, il y avait à peu près moins de 20 qui utilisaient plus de 4 heures par jour les écrans, tout écran confondu. Et maintenant, quand on était en temps de pandémie, ben, la fin de semaine, on est monté à 63 et on avait et par jour, donc sur semaine, on était à plus de 28 Donc, il y a eu une augmentation quand même significative de cette proportion-là. Nos études auprès des jeunes au secondaire, nous, donc on est avec l'équipe de Julie Lane, eh bien, nous ont permis d'avoir une comparaison. Donc, on avait, comme je vous ai dit, les données de 2016-2017, et puis on regarde, quand on regarde 3 ans plus tard, eh bien, on voit également une augmentation. Là. Peu importe l'instrument que je choisis. Donc, tu sais, maintenant, il y a des centres de traitement qui ont encore l'IAT, mais on sait qu'il y avait quand même il y a certains instruments plus vieux qui sont, on trouve, un peu hypersensibles. Eh bien, que je prenne mon vieil instrument ou que j'en prenne d'autres qui ont un peu plus de validation, donc on appelle le CIUS, le Compulsive Internet Using Scale, on observe à travers les années, voyez-vous, une augmentation donc des comportements problématiques. Et quand je regarde ma tranche la plus sévère, donc ceux qu'on pense qui ont besoin de soins, on est passé donc de 1,3 en 2016-2017 et juste avant la pandémie, on était rendu à 3 Et là, j'ai vu les chiffres de 2020 et 2021 et on est encore dans 3 Maintenant, est-ce que cette augmentation, c'est-à-dire 1 à 3 c'est pas beaucoup? Non, non, c'est beaucoup quand on rencontre 4000 jeunes, là. C'est une grande augmentation. Est-ce que cette augmentation va perdurer dans les années? On sait que la COVID a changé des choses dans l'utilisation. C'est clair qu'elle a augmenté, mais est-ce que ces modifications-là vont avoir des répercussions à long terme? Ça, c'est un grand, grand, grand point d'interrogation. Et je vous dirais, juste avant la COVID, pour ceux peut-être qui étaient là hier, eh bien, il y a eu le lancement du premier outil de détection hein, pour la cyber qui s'appelle le débat Internet. Le débat qui a été fait avec Joël Tremblay, Nadine, Francine Ferland et toute cette magnifique équipe qui est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. Je sais que Joël, Nadine et Francine en sont à leurs plusieurs instruments, mais moi, c'était mon premier instrument. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup fait plaisir et c'est toujours comme un peu un bonheur de savoir qu'il est utilisé. Et puis, bon, ben, il y en a sa première version, on va voir comment il va grandir, mais c'est quand même assez... c'est très enthousiasmant de pouvoir dire, eh bien, maintenant, il n'y a pas seulement une reconnaissance, on est capable assez rapidement dans les écoles, dans les milieux, eh bien, d'identifier qui pourrait peut-être bénéficier d'avoir des soins de façon plus importante. Donc, voilà le débat. Nadine Blanchette-Martin et Francine Ferland ont fait une excellente présentation hier là-dessus, mais vous pouvez nous contacter, ça nous fera plaisir pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Donc, voilà le questionnaire. Et vous connaissez tous les débats et leur grande facilité d'utilisation. Bien, le débat Internet s'inscrit vraiment dans cette famille.
J'inviterai encore les gens à l'arrière, hein. N'hésitez pas, il y a beaucoup de place à l'avant, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Je vous assure que je ne vous poserai pas de questions, n'est-ce pas, Valérie? On pose pas de questions, On ne posera promis. pas de questions. On n'est pas lépreux non plus. Non, 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 c'est ça, puis on sent bon. Hein? Fait que vous pouvez venir sans problème. En plus du débat, il y a eu tous les travaux qui ont été faits pour l'évaluation. Parce que, comme Nadine et Francine l'ont si bien dit hier, eh bien, dans un des précédents projets, nous avions développé une évaluation qui était quand même assez importante. Un WebAdo prenait 2 heures, c'était long. Puis bon, et puis ben, elle commençait déjà à dater. Et puis avec l'équipe de Joël et l'équipe Nadine et Francine, eh bien, ils ont eu l'énorme projet de refaire tous les instruments d'évaluation qui vont être implantés dans les prochaines années. Et puis, on s'est inscrit avec eux, hein, on se met amis un peu avec tout le monde. Je vous ai dit, on était sur notre aire d'aller, donc ça faire des amis était très important. Et puis, on s'est inscrit avec eux pour pouvoir aussi intégrer donc un volet cyber dans la prochaine évaluation. Donc, très bientôt, quand vous allez avoir le nouvel instrument, le ISD, eh bien, il y aura un volet cyber qui, pour l'instant, s'appelle WebAddict et qui va aider les cliniciens, particulièrement dans les centres de traitement, à faire une évaluation qui est hyper bien faite avec vous allez voir avec Joël développer un algorithme avec vraiment des critères qui font que quand on va dire oui, on pense qu'il y a un problème, eh bien, on va être vraiment très au clair avec ça. Et c'est un instrument avec beaucoup plus de facilité que tout ce qu'on avait inventé jusqu'à présent. Donc, moi, je suis vraiment très enthousiaste et c'est dans cette année-là qu'on a commencé à développer. Donc, vous comprenez qu'on est parti on a un portrait à, OK, comment, avec une reconnaissance diagnostique à comment on le mesure, comment on l'identifie, comment on l'évalue. Eh bien, en 2021, il y a eu. Donc là, on est vraiment, on a toute l'évaluation. Et en 2021, je pourrais presque vous donner la date, hein, à l'automne, presque en octobre, je vous dirais. La neige s'est mise à arriver, les lumières sont apparues, puis on a eu le budget pour faire le traitement. C'était enfin la magie de Noël. Ça faisait au moins 3 ans qu'on le demandait au Père Noël. On avait demandé ce projet-là dans toutes les sortes de plateformes de subventions, puis on a eu les fonds pour pouvoir le réaliser. Et vraiment, c'était un moment incroyable. Je vous dis, c'était vraiment dans un beau moment de notre vie. Et on a eu enfin le hockey pour développer Virtua. Et c'est comme ça que la prochaine intervention manualisée s'appelle. On est vraiment extrêmement heureux de pouvoir faire cette intervention-là. Donc, qui a débuté l'an passé. On avait débuté un tout petit peu dans notre cœur et dans notre tête un peu avant, je dois vous avouer. Mais officiellement, donc, elle a débuté il y a maintenant 1 an. Et le mandat de Virtua, c'est de développer un manuel d'intervention, un peu comme Robert Ladouceur l'avait fait il y a plusieurs années pour le jeu pathologique. Donc, vraiment un manuel pour que tout le monde puisse, tous ceux qui le souhaitent, puissent intervenir. C'est clair que quand on commence à faire un traitement comme ça, c'est la première version. Donc, on a décidé avec l'équipe qui m'aide, avec Valérie, qui est avec nous depuis quasiment toujours dans nos études, avec Sylvière Gagnon, avec mes partenaires incroyables, avec, je pense à Guylaine Sarrazin, à Miguel Thériault. Bref, avec toute l'équipe de Virtuado qui poussait pour Virtua depuis plusieurs années. Hein, on était vraiment en train de manquer de force, je dois vous avouer. Eh bien, on a pensé faire un traitement d'abord, une intervention pour les 15-25. C'est imparfait. Il va y avoir d'autres suites, je vous promets. Mais pour l'instant, donc, on a décidé de développer donc, une intervention manualisée pour les 15-25 qui présente un problème de cyber. On veut développer, et vraiment, c'est notre souhait d'avoir, et puis c'est ce qu'on est en train de faire, là, dans ce manuel-là, qu'il y ait des outils que tous les cliniciens pourront utiliser pour pouvoir aider quelqu'un qui a un problème d'usage d'Internet, que ce soit avec les jeux vidéo ou que ce soit avec les réseaux sociaux ou que ce soit un mélange des trois. Nadine nous parlait de cas qu'elle voyait et puis comment
finalement, certains étaient addicts à tout. Bref, on a le mandat pour l'instant de développer ce traitement, cette intervention, et qui va être testé auprès d'une trentaine de jeunes. Donc, c'est quoi Virtua? Si je peux vous présenter l'équipe et comment ça a été pensé. Donc, c'est sûr que toute l'équipe du labo de Magali à l'UQAM, donc Christine Lavoie, Lucie Barubé, Catherine Gatineau. Il y a aussi les cliniciens en CRD, donc moi et Sylvière Gagnon. Puis il y a aussi Nadine Blanchette-Martin et Francine Ferland. On est comme dans l'équipe un peu plus, on se rencontre plus souvent pour développer les modules et pour échanger ensemble. On a aussi un comité expert. Il y a Guylaine Sarrazin, Andréane Desgarrés, Miguel Thériault, qui, comme le disait Magali, était là depuis les débuts avec Virtuado. Puis, on a aussi choisi d'impliquer des experts concernés pour être sûr que notre manuel, ça puisse correspondre à leur réalité. Donc, les experts concernés, on va les rencontrer, on va leur présenter le manuel et puis ils vont pouvoir dire bon, ça marche, ou ça, il faut l'ajuster, ou voici, moi, ce que je dirais à un jeune qui rencontre ce problème-là. Tu sais que c'est pas les intervenants qui disent ça, c'est pas leurs parents, ça va vraiment être du verbatim, du voici ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise à cette étape-là de mon traitement. Donc, leur collaboration va être vraiment essentielle pour que ça parle à nos jeunes 15-25 ans qui vont lire le manuel. Et puis, il va y avoir un manuel pour le thérapeute et un manuel pour le jeune. Alors, je pense que ça va être un beau produit. Et ces manuels-là sont relus aussi par notre comité international, donc Sophia Achad, Yasser Kaza, Lucia Romo et Joël Bilieu. Donc, on va arriver avec ces gens-là à faire quelque chose qui va être très riche, je pense, au niveau clinique, puis qui va être très attendu par les cliniciens. Il y a 3 principes guides au projet Virtua. D'une part, c'est de la co-construction de savoir, parce qu'on le construit avec des cliniciens, on le construit avec un comité d'experts, avec des experts concernés, avec des experts internationaux. Mais quand on va l'implanter, on va le construire avec tous les intervenants qui vont participer à ce projet-là, puisque nous, on propose une première version, mais la deuxième version qui sera remise au MSSS quand le projet va être fini, va avoir été réfléchie lors de la dernière journée avec les intervenants qui vont participer pour analyser et pour voir ce qu'ils ont aimé. Donc, c'est vraiment, nous, on fait une première version et la deuxième version, donc, qui sera remise, elle va avoir été vraiment retravailler avec encore un plus grand nombre de cliniciens. Donc, la co-construction est extrêmement importante. On veut un traitement qui se veut flexible, c'est-à-dire qu'on propose 8 séances, mais on le propose. Donc, si on a besoin de 12 pour le faire, ce sera 12. Si on a besoin de 6 parce qu'on pense que certaines séances sont moins pertinentes, eh bien, ce sera 6. Donc, on veut que les intervenants puissent se l'approprier et puissent lui donner la couleur, soit de leur centre, et aussi de leur style d'intervention. Et bien entendu, on travaille sur l'équilibre, c'est-à-dire comment on sait que l'usage d'Internet et des jeux vidéo et des réseaux sociaux n'est pas là pour disparaître et on veut absolument pas être dans un modèle où est-ce qu'on va dire que c'est mauvais. Si on peut si on peut éviter les écueils du modèle moral, nous allons donc le faire. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment cette façon d'être capable d'avoir une vie en ligne et hors ligne équilibrée où il n'y a pas que du en ligne qui est présent, mais où est-ce qu'elle demeure quand même une partie, puisque ça fait partie de l'intégration sociale. Donc, de trouver cet équilibre-là n'est pas chose facile, nous le savons tous. Nous n'avons qu'à penser à notre conciliation travail-famille. Et là, je regarde Karine. Mais non, c'est pas vrai. Comme il nous reste moins de temps, je vais permettre de passer rapidement. Donc, voilà, nous en sommes présentement à terminer l'écriture du manuel et puis il va donc sous peu être regardé par les experts concernés et les experts internationaux. Au début, nous avons d'abord choisi notre modèle théorique et nous avons développé les 8 séances qui sont ici. Veux-tu nous en dire peut-être un petit mot? Oui, tout à fait. Donc, ça suit les étapes d'un traitement, souvent que vous faites assez spontanément avec les que vous accompagnez. Donc, une première étape qui est comment préparer la personne aux étapes qui s'en viennent. C'est quoi la réadaptation? C'est quoi le travail qu'on va faire ensemble? Comment je peux comprendre, dans le fond,
mon utilisation des écrans, c'est quelle fonction, c'est quel besoin que je cherche à répondre. On va réfléchir avec eux là-dessus. On va aussi les motiver à changer leurs habitudes de vie, donc un module qui porte sur la motivation. On va parler de l'autocontrôle. Ça, je pense que c'est un module qui est très attendu, qu'on a peut-être qui a été moins développé. On est associé avec une neuropsy pour ce module-là. On va aussi travailler la gestion des émotions, la résolution de problèmes, les habiletés sociales, et puis le dernier module qui va être le feu d'artifice, de dire avec quoi on repart, comment je peux faire le bilan, comment je peux me sentir mieux outillé pour la suite en étant vraiment axé sur l'autodétermination et la reprise de contrôle. On est très chanceux parce qu'avec l'équipe de Virtua, et ça a pris quand même un certain temps, l'équipe de Virtua, je vous ai montré, il y a 3 groupes, nos experts, notre équipe, mais l'implantation qui va avoir lieu, donc on a déjà commencé, parce que le projet Virtua s'est rencontré, donc 30 jeunes actuellement, donc avant l'implantation, et quand on va faire l'implantation, donc cet hiver, on va d'abord faire 2 jours de formation, mais cet hiver, on va vraiment implanter l'intervention. Eh bien, on va voir donc ce qu'on va appeler notre groupe expérimental et on va pouvoir un peu comparer les résultats. Et on est extrêmement chanceux parce que presque tout le Québec va participer à ce magnifique projet. On va avoir des cliniciens du Grand Nord du Québec et ça, c'est comme je sais pas, on est enchantés, vraiment enchantés. On a donc du Grand Nord, la Côte-Nord, le Saguenay, la Montérégie qui est toujours avec nous, l'Estrie, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, Québec, je veux dire Appalaches, Montréal, bref. Il nous manque que 2 régions et on espère vraiment réussir à les convaincre d'embarquer dans cette aventure de Virtua pour que, enfin, on travaille. Là, présentement, on a 11 CRD pour qu'enfin, on soit tous ensemble parce que c'est un moment exceptionnel pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme intervention, comment on va pouvoir développer un langage commun, se donner peut-être de créer une vraie communauté pour qu'ensuite, quand on va parler cyber, eh bien, on ait comme des bases communes. Et c'est vraiment pour ça qu'on est en train de développer Virtua. Et cette année, en plus de donc dans tout le projet, il y a peut-être que ça a été moins connu, il y a eu il y a eu la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans qui vient de sortir, donc avec ces 4 axes-là, promotion des saines habitudes de vie, information et sensibilisation avec les services intégrés et le suivi en recherche. Et cette stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans devrait donner lieu, je l'espère, à d'autres projets de recherche qui pourront continuer à faire grandir nos connaissances au Québec. Donc maintenant, on va où? Oui, et Valérie. Oui. On va où? On est rendu où? On a encore beaucoup de questions sans réponse. Au niveau du taux de prévalence, on veut continuer de documenter qu'est-ce qui se fait. On veut avoir plus de données. C'est pour ça qu'on veut que la recherche se poursuive. Et on veut une meilleure compréhension aussi des trajectoires de ces personnes-là. Comme on disait tantôt, on parlait de la pandémie. Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que les gens ils vont changer leurs habitudes de vie avec le fait qu'on peut maintenant reprendre nos activités? Donc, il va falloir regarder un peu la trajectoire de ces personnes-là pour mieux comprendre ce phénomène-là. On a fait beaucoup de morceaux. Je vous ai dit, l'OMS qui dit qu'on n'a rien fait, il est clair qu'il va falloir faire connaître ce qu'on a fait dans le monde. Je pense que là, on a comme ce mandat-là collectivement de parler de tout ce qui se fait, que ce soit du plan d'action, que ce soit des interventions, des outils. Bref, là, il y a comme faut diffuser. Il ne faut plus juste créer, il faut diffuser. Il y a plein de choses qui ont été faites, que ce soit en prévention. Là, j'ai parlé de Capsana, mais j'aurais pu parler de la Maison Jean-Lapointe, j'aurais pu parler d'Arc-en-Ciel, j'aurais pu parler de Ciel, la Fondation Ciel. Il y a beaucoup d'initiatives qui s'est fait. Il faut comme diffuser maintenant où est-ce qu'on en est. On a fait le débat, mais il manque encore, il y a des trous pour lesquels on n'a pas encore de morceaux puis qui s'en viennent pas tout de suite. Là, il va falloir faire développer un instrument de détection. Il n'y a pas encore de programme d'intervention précoce, peut-être que. Le traitement Virtua, c'est super 15-25, mais j'espère qu'on aura une suite, un traitement, une intervention 2.0 pour les 12-15 ans.
Avec On la a famille. avec les familles cette fois-ci. On a des projets avec, notamment avec l'équipe de Guylaine Sarrazin pour peut-être avoir des adaptations pour des populations spécialisées, comme avec les TSA. On a des collaborations avec une équipe de psychiatres pour ceux qui font des premières interventions, des premiers épisodes psychotiques. Bref, on a déjà comme des petits projets, des petits bébés de Virtua qui commencent déjà à se pointer. Et on espère vraiment, il y a tant à faire, donc dans les prochaines années. Il va aussi y avoir la formation. Oui, donc l'UD a le mandat de développer la formation qui va accompagner le programme Virtua. Donc, dans le temps, il va sûrement avoir une version là, qui va être temporaire, puis après ça, une version qui va être entre autres disponible en ligne aussi. On veut qu'il y ait des vidéos. C'est des trucs qui est plus difficile à s'approprier, que les gens puissent le revisionner, qu'ils puissent le regarder avec leurs clients. Donc, on est en train vraiment d'essayer de penser un nouveau mode de formation, puis aussi c'est nouveau du post-formation, hein, parce que pour que les gens, mettons, ont été formés, mais des fois, ils n'ont pas encore vu d'usagers, c'est 6 mois après. Donc, d'avoir du soutien pour les gens qui intègrent après ça ce traitement-là dans leur pratique, répondre à leurs questions, puis qui puissent vraiment bien l'appliquer. C'est sûr que l'avènement du métavers va amener d'autres questions. On peut se poser des questions aussi avec les jeunes natifs d'Internet, donc ceux qui sont nés en 2010. Eux sont nés avec la technologie, donc ne l'ont pas vu arriver à l'adolescence. Est-ce qu'eux contrôleront mieux parce que les parents ou eux-mêmes auront été plus initiés plus rapidement, mais aussi en connaissance des méfaits? Est-ce que les adolescents qui sont nés au début des années 2000 n'avaient pas? Bref, est-ce que nos données vont être encore bonnes? Il reste vraiment des milliers, des centaines de questions. Je vais arrêter avec le millier, là, on va. Mais je vais vous laisser peut-être en terminant avec une chanson. J'ai débuté avec « Hey, ne perds pas ton temps ». Mais là, je vais aller dans... Et c'est pas fini, hein? Au début, en fait, je pense que pour nous, c'est le début de l'aventure. Donc, je repars avec ma fusée en vous disant, pour nous, c'est le début. Mais je voudrais simplement, puis là, je vais faire un lien avec la conférence d'ouverture. Je voudrais simplement vous dire, on est enchantés, mais je voudrais pas qu'on tombe dans le piège de la stigmatisation des gens qui utilisent des écrans. Je voudrais pas qu'on ait un regard sur les parents que les enfants vont utiliser la tablette à la table en disant « Oh mon Dieu, c'est des mauvais parents ». Je ne voudrais pas qu'on tombe dans cet écueil. Ça fait une journée, ou en tout cas, ça fait toute notre vie, qu'on dit « Arrêtons de stigmatiser ceux qui consomment. Ne stigmatisons pas les familles qui utilisent les écrans ». Et le danger, vous le savez, hein, il y a des effets pervers à avoir ce regard négatif-là. Le danger, c'est que ceux qui ont besoin d'aide ne demanderont pas d'aide et ne diront pas ce qu'ils font. Et donc, je nous encourage à avoir un regard bienveillant. Les tablettes sont là pour rester. On peut se faire des plans collectifs pour comment les utiliser. Est-ce que des moments pour nous protéger? On peut tenter d'identifier les gens qui sont plus vulnérables. Mais s'il vous plaît, ayons un regard bienveillant parce qu'ils sont là pour rester. Maintenant, comment allons-on les utiliser? Bien, ça n'en demeure pas moins que c'est à nous. Mais on ne va pas juger les gens parce qu'ils l'utilisent ou pas, à la table à manger ou pas. S'il vous plaît, évitons la stigmatisation. Et donc, je terminerai en vous disant merci beaucoup pour votre attention. Pour des questions. Et il nous reste 5 minutes pour les questions, donc n'hésitez pas. Nous avons une question dans le chat. Ah, merci, c'est gentil. Donc, est-ce que Virtua prévoit des interventions visant à soutenir les parents et les familles? Pour l'instant, Virtua, dans sa version actuelle, n'a pas de version famille. Il va y avoir des exercices qui peuvent être faits en famille, mais il n'est pas développé pour ça. Ce sera sa deuxième version. Oui, bonjour. Il faut le tester, il faut parler dedans. Ah! Sinon, il y a une petite coche ici, là. Ouais. Ça fonctionne pas. Ouais? OK. Merci pour la présentation puis pour votre persévérance. C'est très, très important d'avoir ce développement-là. Maintenant, ma question, dans votre processus de co-construction, de consultation, de validation,
Est-ce qu'on fait l'exercice en anglais en même temps ou on va faire ça beaucoup plus tard, comme c'est souvent le cas? Et aussi, vous avez mentionné une collaboration avec des cliniciens du Grand Nord, travaillant pour le Conseil écrit de la santé de la baie James. J'aurais aimé savoir quel territoire du Grand Nord vous avez une collaboration à venir avec les cliniciens. Merci. Merci. Pour l'instant, on n'a pas de la version anglaise encore, mais je vous assure que nous allons tenter rapidement d'avoir. D'abord, il n'est pas tout à fait fini d'écrire. Donc, là, on le finit de l'écrire en français, mais c'est d'une priorité et j'espère, parce que j'ai entendu dans des rumeurs disant qu'il va y avoir un concours, une action concertée pour la cyber, et j'espère de faire une demande pour les 12-15 ans avec un volet anglophone et un volet famille. Donc, ça, c'est mon rêve. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça a pris, vous avez vu, il y a des fois des écueils dans notre rêve et pouvoir avoir donc pour l'ensemble du Québec. Et pour la communauté du Grand Nord, je ne saurais pas, c'est Sylvière Gagnon, donc qui n'est pas ici. Est-ce que tu sais quelle communauté? Non, je ne pourrais pas dire. Malheureusement, mais si ça vous intéresse, vous nous contactez. Ouais. Ça me fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Mais oui, vous êtes une priorité. Tout l'aspect communauté anglophone, pour que l'ensemble du Québec ait accès aux soins, c'est une priorité. Bon, on appellera la Fée des étoiles pour cette partie-là. Exactement. Tout à fait. La Fée des étoiles, oui, c'est une bonne idée. D'autres questions? Eh bien, merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite une bonne conférence.